C'est avec plaisir de présenter cette communication et je profite pour remercier les organisateurs de Salem Days, notamment Dr Abda qui m'a sollicité pour faire cette conférence. En fait, le titre que j'ai proposé, ce n'était pas celui-là. Donc j'ai proposé le biologiste face aux controverses de la vitamine D. Il y en a beaucoup de controverses en ce moment. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit problème de gorge. C'est bon, c'est mieux comme ça? D'accord, très bien. Et donc je vais vous parler un petit peu de la relation ou l'impact ou l'effet de la vitamine D dans les cancers, au pluriel. Alors, je pointe où? Ah, je pointe ici. Troisième. Voilà. Je commence par les dates importantes de la vitamine D. La première date, c'est bien avant la vitamine D, c'est en 1650, où un certain monsieur Francis Ellison, c'est un médecin anatomiste anglais qui a décrit de façon très détaillée ce qu'on appelle le rachitisme. Ce n'est pas étonnant parce que, comme vous savez, l'Angleterre, en plus de sa position géographique sur la position verticale par rapport au Soleil, elle est notamment très couverte par ce qu'on appelle le smog, à condition du brouillard et après à condition des conditions de l'effet négatif de la révolution industrielle qui s'est apparue plus tard. L'autre date importante, c'est en 1824, où on a découvert les propriétés d'huile de foie de morue. Mais c'est en 1919 qu'un biochimiste nutritionniste américain qui a découvert la vitamine D. Donc c'était je vous rappelle que la première vitamine a été découverte la découverte de la vitamine D a été faite en 1922, 11 ans après la découverte de la première vitamine, qui est la vitamine B. En 1919, il y avait un lien qui a été établi entre la carence de la vitamine D et le rachitisme. Mais le plus gros travail, ça a été fait par ce chimiste allemand, Adolf Otto Windows, c'est qu'en 1928, il a trouvé le lien entre l'exposition au soleil et la production de la vitamine D. Et en 1934, il a pu identifier et séparer les deux formes des vitamines, à savoir la vitamine D2 et la vitamine D3. Non, je reviens en arrière. D'accord. La vitamine D est une vitamine liposoluble parmi les 4 vitamines liposolubles A, D, E, K, plasmatique, double origine, endogène et exogène. Endogène, c'est ce qu'on appelle le cholécalciférol, la plus grande partie à partir de la peau, et une origine exogène à partir d'origine animale ou à partir de l'origine végétale. Cholécalciférol pour l'animal et ergostérol pour... Suivante, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre ce schéma parce que c'est très important pour la suite. Vous voyez un petit peu la synthèse et le métabolisme de la vitamine D. Dommage que je n'ai pas de pointeur, mais sur votre gauche, vous avez la plus grande, j'allais dire, source d'apport de la vitamine D, qui ce sont les rayons ultraviolets B, qui transforment le 7-déhydrocholestérol en prévitamine D3. Et ça concerne 80%, sinon plus, de l'apport quotidien de la vitamine D. L'autre apport, c'est la vitamine D3 d'origine animale, qui est surtout dans le poisson, dans le lait, un petit peu dans les œufs, mais aussi rarement dans la vitamine D2 végétale. Et cette vitamine D végétale est vraiment très très minime, surtout nous pour la population algérienne, où il faut la trouver dans certains types de champignons qui étaient déjà exposés au soleil. L'exemple le plus cité, c'est le shiitake, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Algériens qui mangent du shiitake. Et donc vous voyez ces deux formes, ces deux vitamines qui vont arriver, animales et végétales, ils vont arriver au niveau, par la circulation sanguine, au niveau du foie. Et là, il y a une première enzyme, la 25-hydroxylase,
qui transforme la vitamine D2 et D3, les deux à la fois, en 25-hydroxyvitamine D, 25-hydroxycholécalciférol. Et après cette première transformation ou première hydroxylation, il y a un passage au niveau du rein, où il y a une deuxième hydroxylation, c'est la 1-alpha-hydroxylase. Et cette alpha-hydroxylase, elle est rénale, elle est régulée par la PTH, par le FGF23 et par l'hypocalcémie. Et l'excès de cette vitamine, qui est la forme active, la 1,25-dihydrocholécalciférol, et la forme active, lorsqu'il y en a un excès, il y a une autre enzyme, c'est la 24-hydroxylase, toujours au niveau du rein, et elle va transformer cet excès en une forme très peu active, qui est la 24-25-hydroxyvitamine D. Ça, c'est au niveau du rein. Mais il y a d'autres actions au niveau d'autres cellules où vous avez des actions Je ne suis pas dans la bonne position. Mettez la suivante, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas bien. Donc, vous avez un petit peu l'action de la vitamine D en plus au niveau du rein où vous avez les effets endocrines, et c'est à ce moment-là, de cette façon-là, que la vitamine D est considérée comme une hormone proprement dite. Mais il y a d'autres actions dans d'autres tissus, notamment au niveau du pancréas, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de la circulation sanguine et au niveau du cœur, système immunitaire. Et vous comprenez, merci, vous comprenez pourquoi la vitamine D a plusieurs effets osseux et autres que osseux. Suivante, s'il vous plaît. Non, je reviens en arrière, je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Les principaux rôles de la vitamine D, comme vous le voyez sur cette image, c'est l'absorption. Le plus important, c'est l'action au niveau de l'os, absorption intestinale du calcium et du phosphore pour la minéralisation osseuse, mais aussi au niveau de la neuroprotection, où elle intervient dans la synthèse des substances et des marqueurs neurotrophiques et neurotransmetteurs, au niveau de l'immunomodulation, au niveau des cellules lymphocytes T, au niveau des macrophages et au niveau des cellules dendritiques. Vous avez compris un petit peu le rôle infectieux, mais aussi modulateur de la réaction inflammatoire. Nous avons vu un petit peu ce rôle très important au niveau du Covid-19. Mais l'un des plus importants du sujet du jour, c'est l'action antiproliférative et différenciation au niveau des cellules. Et donc, au niveau des cellules tumorales, elle agit sur la différenciation des cellules qui expriment le VDR, le récepteur de la vitamine D, en inhibant leur prolifération. Et le complexe vitamine D, récepteur vitamine D, induit la synthèse d'une kinase qui est responsable de l'arrêt du cycle cellulaire dans la phase G0 et donc arrêt de la mitose. Non, je reviens toujours en arrière. Quelles sont les formes circulantes de la vitamine D? On a principalement 3 formes. La première forme, c'est la 25-OH vitamine D, le calcidiol. Il a une faible activité vitamine D. C'est la forme de stockage et la forme circulante principale. Sa demi-vie est 2 à 3 semaines, et c'est pour ça, vous comprenez pourquoi c'est la forme choisie pour le dosage de la vitamine D. Donc, pour le dosage, on dose la 25-OHD. La deuxième forme circulante, c'est la 1,25-dihydrocholécalciférol, et qui est le calcitriol, et c'est la forme active de la vitamine D. Vous allez voir que son dosage n'est pas recommandé, non seulement parce qu'il est délicat, parce que cette forme active, elle est 1000 fois inférieure à la 25OH. Mais cette étape nécessite la présence du magnésium. C'est-à-dire pour transformer la 25OH en 1,25OH, VOHD, il faut du magnésium. Sa demi-vie est de quelques heures, son dosage est limité à quelques indications seulement. La troisième forme, qui est circulante aussi, mais qui est aussi minime, c'est la 24,25-dihydrocholécalciférol. Et en cas d'excès de la vitamine D, la 1,25 est transformée en 24,25 pour inactiver la vitamine D. Qu'est-ce que le biologiste doit doser en cas de déficit? Le statut vitaminique doit être évalué par la vitamine D
25OH total, ça veut dire D2 et D3. Bien que vous avez vu que l'apport végétal est très très minime, mais c'est un petit peu parce que pour le traitement, parce que ça permet le suivi des patients traités, quelle que soit la spécialité. Vous savez, dans les spécialités pharmaceutiques, il y a de la vitamine D2 et de la vitamine D3. Et donc le biologiste doit avoir une technique qui dose la totalité, les deux. Et depuis pratiquement 2009, les recommandations des sociétés savantes ont, j'allais dire, recommander le dosage total, et pratiquement à ma connaissance, tous les dosages actuels se font sur la totale. Le dosage n'est donc, pour la deuxième, en cas de déficit de la vitamine D, le dosage de la 1,25 vitamine D peut être normal, élevé ou bas. Donc le taux, il peut être bas, donc ce n'est pas la peine de doser la vitamine. Son dosage est réservé à certaines situations pathologiques dans le diagnostic différentiel des rachitismes vitamino-résistants, c'est des maladies génétiques pseudo-carentielles, où vous avez le type 1. Dans le type 1, on a une mutation sur l'enzyme rénale, la alpha-hydroxylase, et donc le taux est effondré. Dans le type 2, dans ce cas-là, c'est plutôt le récepteur qui est muté, et le taux de la 1,25 est élevé. On peut aussi avoir à faire ce dosage dans la situation où on a une PTH basse, pour éliminer une élévation de la 1,25 liée à une granulomatose ou devant une hypercalciurie, hypercalcémie. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, que ce soit pour le dosage, que ce soit pour le traitement, qu'il y a des interactions médicamenteuses. Les antipyrétiques, les anticonvulsivants, les glucocorticostéroïdes, les médicaments contre le sida. Et comme ces types de médicaments, généralement, ils sont prescrits dans une longue période, dans cette situation, la supplémentation est recommandée 3 000 à 6 000 unités par jour de vitamine D. Le tableau biologique des carences vitaminiques, on aura une hypophosphorémie, hyperphosphaturie, hyperthyroïdie secondaire avec une augmentation de la PTH, une calcémie normale ou basse, une phosphatase alcaline élevée. Quels sont les groupes à risque d'hypovitaminose? On a les personnes âgées, parce que les personnes âgées, vous savez, la source principale de la vitamine D, c'est le cholestérol qui est sous la peau. Donc, et les gens, donc il y a un vieillissement de la peau et diminution de cette réserve. Et ce qui explique pourquoi un des éléments, l'augmentation de risque de chute et de fracture, c'est cette catégorie des personnes. Les femmes enceintes ou allaitantes, les bébés qui sont exclusivement allaités au sein, parce que dans ce cas-là, il faut faire attention au statut de la mère, parce qu'il faut que son lait contient suffisamment de vitamine D. Les nourrissons sont peu exposés au soleil parce que du fait de leur peau fragile, donc c'est des personnes à risque. Les femmes ménopausées, à cause de la chute des hormones à cette période d'âge. Les personnes à peau mate ou foncée, parce qu'il y a une absorption, j'allais dire moindre ou inefficace de la vitamine D. Les personnes en surpoids obèses, on sait que les adépocytes séquestrent la vitamine D. Vitamine D et cancer. L'idée que la vitamine D pourrait participer au risque de survenue des cancers, il est premièrement à la constatation que les cancers côlon, prostate, sein, etc. sont plus fréquents dans les pays nord que du sud. Ceci pourrait être expliqué par un défaut de synthèse cutanée de vitamine D en raison du faible ensoleillement. Une étude qui était en France, réalisée concomitamment en France et aux USA, a corrélé l'incidence et la mortalité par cancer en fonction de la latitude. Elle met une évidence significative tant que sur l'incidence que sur la mortalité en France et aux USA au même moment. L'exposition importante aux rayons ultraviolets de type B entraîne plus de synthèse de vitamine D, et cette augmentation de synthèse est corrélée à des risques plus faibles de développer de certains cancers. Sur le plan moléculaire, présence de récepteurs de vitamine D ont été découverts dans de nombreux tissus tumoraux. Les cellules mammaires possèdent un équipement enzymatique nécessaire à la synthèse et au métabolisme de la vitamine D. Elles disposent d'un nombre de récepteurs plus important que celui présent dans le tissu tumoral mammaire. Les souris, lorsqu'elles sont rendues déficientes en vitamine D, développent plus de cancers, et de même que celles
qui sont privés lorsqu'on a, j'allais dire, comment dirais-je, priver ces souris de récepteurs de vitamine D. L'effet anticancéreux de la vitamine D est vraisemblablement lié à son effet inhibiteur sur la croissance des cellules tumorales, au blocage de la formation de nouveaux vaisseaux dans les tumeurs, ça veut dire qu'elle bloque l'angiogenèse et le développement de nouveaux vaisseaux des tumeurs, son effet stimulant sur le système immunitaire. Les modèles expérimentaux, la vitamine D facilite la différenciation cellulaire et exerce des activités anti-inflammatoires, anti-angiogéniques, pro-apoptotiques, antiproliférantes. Sur des cultures cellulaires, la vitamine D participe à l'expression des cellules des androgènes, de l'œstradiol et module l'action des facteurs de croissance, l'IGF binding protein 3, interfère avec l'action des kinases impliquées dans la carcinogénèse, des actions antioxydantes, des antagonistes du récepteur de la vitamine D, favoriseraient la réparation et interviendraient, ça c'est au conditionnel, également dans l'adhésion et les jonctions intercellulaires pouvant limiter le potentiel métastatique des tumeurs. Et ça, c'est une voie un petit peu qui est vraiment en recherche pour le développement de nouveaux traitements du cancer, notamment le cancer du sein. Cependant, ces résultats doivent ne pas faire oublier que le taux bas qu'on rencontre durant ces cancers-là peuvent être associés à des facteurs de risque, d'autres facteurs de risque du cancer. On sait que l'obésité, la vitamine D est stockée dans les tissus adipeux, donc on ne sait pas est-ce que c'est l'obésité. Lorsqu'il y a un cancer, est-ce que c'est dû à l'obésité, qui est un facteur de risque, ou c'est dû à la diminution ou le déficit en vitamine D au O2? L'absence d'activité physique est corrélée souvent à une moindre activité en plein air et donc à une exposition solaire moindre. La couleur de la peau, c'est une synthèse moins importante de la vitamine D à cause de, j'allais dire un petit peu de la mauvaise absorption des rayons ultraviolets. La maladie elle-même, pour un cancéreux, peut l'empêcher ou réduire son exposition au soleil ou modifier l'alimentation, contribuant ainsi à baisser le niveau de vitamine D. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'un lien causal est difficile à mettre en évidence. Je n'ai pas sauté, non? Un autre rôle très important, expliquant un mécanisme d'intervention au niveau de la vitamine D, c'est la méthylation. Vous savez que la méthylation fait partie des mécanismes de régulation de l'expression génique par inactivation de l'ADN ou des protéines de l'ADN, ce qu'on appelle l'épigénétique. On sait qu'une hyperméthylation d'ADN augmente l'expression des gènes des tumeurs et une hypométhylation, au contraire, augmente l'expression des gènes impliqués dans le cancer. Et donc, dans une étude publiée dans PLUS ONE aux États-Unis, les taux de vitamine D et le taux de méthylation de l'ADN a été mesuré chez 450 adolescents américains en bonne santé. Et qu'est-ce que ça a donné? 99% des enfants blancs avaient un statut adéquat en vitamine D versus 34% des adolescents noirs. Ça veut dire que 66% des adolescents noirs avaient un déficit en vitamine D. Tous les adolescents noirs avaient un taux de méthylation de l'ADN plus faible que leurs camarades blancs. 58% des adolescents noirs déficients en vitamine D ont été supplémentés pendant 4 mois avec des doses différentes. Et quel est le résultat? Plus les doses de vitamine D administrées à ces enfants-là déficients étaient élevées, plus l'ADN de ces adolescents était méthylé. Ça veut dire qu'il y a amélioration de la méthylation et donc diminution du risque du cancer. Cet article est très important, il vient d'apparaître, il est ouvert, vous pouvez le prendre, mais c'est très difficile ce qui apparaît dans Science. Et on a vu que les souris qui ont un régime, une disponibilité accrue de vitamine D, présentent une grande résistance immunitaire au cancer transportable et des réponses accrues aux immunothérapies par blocage des points de contrôle des sucs cellulaires. Vous savez, maintenant, l'immunothérapie, c'est la nouvelle voie des cancers. Et on ne comprenait pas pourquoi certains, j'allais dire, l'immunothérapie était résistante ou moins résistante selon les cas.
Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'activité de la vitamine D sur les cellules épithéliales de l'intestin modifie la composition du microbiote en faveur du développement de Bacteroides fragilis qui régule positivement l'immunité contre le cancer. Cette bactérie est l'une des bactéries les plus importantes qui a un lien avec l'immunité et qui a un lien ou qui lie le microbiome à l'immunité anticancéreuse. L'inoculation. Maintenant, on a pris cette bactérie et on a inoculé cette bactérie aux souris à qui on a transplanté des tumeurs, mais c'est avéré que ce n'est pas efficace que lorsqu'on a un taux adéquat de vitamine D. La même expérience a été réalisée chez des souris carencées, a été sans effet sur l'atténuation de la progression tumorale. Ça veut dire lorsqu'on a donné la bactérie à des souris déficientes, on n'a pas trouvé d'effet sur la diminution de la progression tumorale. Ces résultats révèlent bien qu'il y a un lien jusque-là méconnu entre, d'une part, la vitamine D, le microbiome et les réponses immunitaires au cancer. Donc la vitamine D devient dans ce cas-là un déterminant potentiel de l'immunité contre le cancer et le succès de l'immunothérapie. Dans cette étude, vous voyez un petit peu, c'est la liste importante de tous ces gènes-là qui sont régulés par la forme active de la vitamine D, je vous rappelle la 1,25-OH de 3, dans les cellules cancéreuses, colorectales, mammaires et stromales. Donc il y en a beaucoup de cellules, donc la vitamine D intervient dans pas mal de régulations de plusieurs gènes. Si j'ai le temps, je développe un petit peu quelques données de littérature dans cette revue. Cette étude apparaît dans Nutrients en 2024 et qui voit un petit peu quelle est la relation entre les taux de vitamine D et le cancer. Et les résultats, ils ont trouvé des corrélations inverses entre le taux de la vitamine D mesuré par la 25-OH circulante et la mortalité pour les 5 types de cancers. Pour le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer du poumon et le cancer du pancréas, il existe en plus de ça, des indices d'une incidence plus faible en raison de taux plus élevés de 25. C'est un petit peu l'une des rares études où on a relié l'incidence, parce que la plupart des études montrent, un effet sur la mortalité. Mais c'est la première fois, on montre qu'il y a un effet réel et observable entre l'incidence. En conclusion, c'est-à-dire la plupart des revues incluant des études observationnelles, il est impossible de tirer des conclusions sur la causalité. Pourquoi? Parce que la méthodologie, les revues incluses et les différents plans d'études dans les études individuelles conduisent souvent à des problèmes méthodologiques. Et malgré ces problèmes, la revue montre qu'il y a des corrélations inverses entre le niveau de la 25-OH vitamine D et la mortalité, principalement des corrélations inverses entre le niveau et l'incidence. Cette autre étude qui montre un petit peu l'impact négatif de la 25-OH, dans le déficit en 25-OH, dans le cancer du sein. Et elle conclut que cette concentration, lorsqu'on a une concentration inférieure à 16 nanogrammes par millilitre, c'est avéré associé de manière indépendante à une faible survie des patients d'un cancer du sein, indépendamment de l'âge, de l'état des ganglions lymphatiques, du stade et du sous-type du cancer du sein. Et une étude sur les bénéfices potentiels de supplémentation semble justifiée selon cette étude-là. Cette méta-analyse pour la déficience en vitamine D, c'est des survies aussi toujours un petit peu de cancer du sein, et qui conclut qu'un taux sérique de vitamine D était associé à une mortalité plus faible pour le cancer du sein, et que le taux sérique chez tous les patients atteints du cancer devait être mené à la normale. Ça, c'est très important, parce que les personnes qui ont cancer, c'est des personnes comme les autres, et ils doivent avoir le taux
optimale de la vitamine D qui se situe normalement entre 30 et 60, mais on peut aller jusqu'à 80 nanogrammes par millilitre. Avec une surveillance appropriée, des études cliniques sur le terrain devraient être initiées pour confirmer cette association. Cette étude concerne la vitamine D et le cancer du sein. Est-ce qu'il y a un lien? Et bien sûr, la conclusion, c'est que l'exposition solaire, ça c'est un peu l'apport de la vitamine D, pas par la supplémentation, j'allais dire par méthode naturelle, via une synthèse en vitamine D importante, est associée à une diminution du risque du sein. Les apports en vitamine D sont également liés à une baisse de ce risque. La supplémentation en vitamine D est associée à l'augmentation de la 25OH, mais cette augmentation n'est pas toujours, j'allais dire, efficace, elle est inconstamment responsable d'une diminution du risque du cancer du sein. C'est pour cela un petit peu les gens qui sont contre la supplémentation, j'allais dire, ressortent ces études. En revanche, le risque de récidive, selon cette étude, semble être décroître avec l'augmentation de la 25OH, que ce soit par rapport, j'allais dire, naturel ou que ce soit par supplémentation. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'équipe d'Oran du professeur Saadi Ouslim, lorsqu'elle a été à l'EHU. Et ça veut dire qu'elle a pris un échantillon de femmes qui avaient un cancer du sein et d'autres, j'allais dire, avec un groupe témoin. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Le taux sérique en vitamine D est significativement plus bas chez les patientes atteintes par comparaison aux femmes témoins. Ça, c'est un petit peu, ça résume plusieurs études qui ont été faites. Ce que j'ai mis en rouge, je n'ai pas de pointeur, c'est les études négatives. La plupart des études négatives, ce sont des études rétrospectives et quelques cas de cas témoins. Mais donc ici, donc, j'allais dire, le dilemme n'est pas tranché. Donc on a cette controverse où on a des études positives sur l'impact, que ce soit pour la supplémentation notamment, que ce soit pour l'incidence ou la mortalité de la vitamine D. C'est bon, donc, il reste. Donc je vais à la conclusion. Voilà. Donc l'effet anticancéreux de la vitamine D est vraisemblablement lié à son effet inhibiteur sur la croissance des cellules tumorales, son inhibition de l'angiogénèse au sein des tumeurs, ainsi que son effet stimulateur sur le système immunitaire. La majorité des méta-analyses montrent qu'un faible, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'un faible statut de vitamine D, lorsqu'on a un déficit, est associé à un risque plus élevé de cancer, de mortalité et parfois, pas tout le temps, de récidive. Cependant, les études qui ont révélé cette association sont des études, excusez-moi de l'erreur, sont des études observationnelles et ne constituent nullement une preuve de cause à effet. Donc il ne faut pas confondre les études observationnelles avec les études, comment dirais-je, lorsqu'on fait des essais cliniques. Ceci est l'apanage des essais cliniques. La supplémentation systématique en vitamine D est associée à l'augmentation du sanguin de la 25OH, vitamine D, mais son impact positif sur la diminution du risque du cancer du sein et l'amélioration de survie n'est pas constant. Dans la pratique clinique, le patient cancéreux doit avoir un statut vitaminique, donc ça c'est un petit peu à titre individuel. Tout à l'heure, on parlait de la supplémentation systématique, quel que soit le cas. Ici, dans la pratique clinique, le patient cancéreux doit avoir son statut vitaminique adéquat, comme le reste de la population. Et je vous remercie, et je suis désolé si j'ai fait un retard. Merci. Merci beaucoup, professeur Makrelouf, pour cette très très belle présentation, d'une grande clarté. Et puis on se rend compte que la vitamine D qu'on connaît tous, eh bien, elle n'est pas suffisamment peut-être prescrite. Les Algériens ne s'exposent pas suffisamment au soleil. Et donc, il y a des petits soucis. Et puis, la vitamine D, c'est un bon marqueur par rapport au pronostic. Comme vous nous l'avez dit, pronostic de certains cancers. Et elle est également, il y a un lien avec le microbiote, ce qui nous intéresse, nous, en tant que microbiologistes. Voilà, dernière information, le microbiote, qui intervient aussi dans l'immunité de l'individu. Je vous remercie infiniment pour cette belle présentation.